XVe siècle, les Européens découvrent l'Amérique. Ils vont appeler ce continent le Nouveau Monde. Pourtant, ces territoires jusque-là inconnus des Européens n'ont rien de nouveau et sont riches d'une très vieille histoire. Sans aucun contact avec le reste du monde, les peuples qui se sont succédés ont appris à vivre de façon sédentaire, à construire des villages, puis des villes. Ils se sont organisés en sociétés de plus en plus complexes. Ils ont inventé des formes de gouvernement, développé des conceptions de l'univers, de la vie, créé des religions. Si certains n'ont laissé pratiquement aucune trace de leur passage, d'autres nous ont légué de magnifiques vestiges qui témoignent de ces mondes disparus. Les Mayas, les Aztèques et les Incas ont illuminé l'histoire de tout ce continent. Après la découverte, le mythe des cités d'or attire au XVIe siècle la convoitise des conquistadors espagnols qui voient en Amérique l'Eldorado pour tenter fortune. La conquête débute dans la violence. En quelques années à peine, les empires Incas et Aztèques s'effondrent, entraînant dans leur chute la fin d'un monde. L'extraordinaire essor de ces civilisations est brutalement interrompu. Au XIXe et au début du XXe siècle, la redécouverte de ces mondes nourrit des épopées extraordinaires. Au péril de leur vie, des explorateurs sillonnent des zones inconnues et reviennent avec d'incroyables récits. Au milieu de la jungle, derrière des montagnes infranchissables, se trouveraient d'immenses cités abandonnées. D'extraordinaires civilisations précédaient l'arrivée des Blancs sur le continent américain. Ces peuples n'étaient pas les sauvages que l'on prétendait. Ces vestiges grandioses attestent d'un niveau de développement très avancé et d'un raffinement insoupçonné. Deux groupes nettement distincts se dessinent. Depuis 3500 ans avant Jésus-Christ, les Andes ont vu s'épanouir de grandes civilisations, les Nazca, Tiahuanaco et en dernier lieu les Incas, qui au XVe siècle fondent un immense empire. Les Mayas et les Aztèques appartiennent aux civilisations de Mésoamérique qui, depuis 2500 ans avant Jésus-Christ, partagent une culture commune. La civilisation maya se développe dans les forêts du Guatemala et du Chiapas, aux environs de 250 avant Jésus-Christ, et atteint son point culminant au 8e siècle. Cultivés, raffinés, les Mayas construisent des cités imposantes, dominées par des temples et des palais. Nous sommes à Tikal, la plus grande et la plus puissante ville maya, située dans la jungle du Petén, au Guatemala. Tikal compte les plus hauts temples de toute l'ère maya. Le plus imposant atteint 70 mètres. Les ruines au teint grisâtre qui forcent l'admiration aujourd'hui ne reflètent pas complètement la splendeur de la cité. Une reconstitution de la place principale de Tikal nous permet de découvrir une ville dont la couleur dominante est le rouge. Au début de leurs recherches, les scientifiques ont cherché à comprendre la finalité de ces temples en forme de pyramide. Ils n'étaient pas forcément dédiés à des dieux. Beaucoup ont été construits pour la glorification et le culte des rois. Dans les années 50, les archéologues découvrent au fond de cette galerie une chambre funéraire.
À l'intérieur se trouve le squelette d'un homme couvert de bijoux en jade, symbole pour les Mayas de vie et d'immortalité. Il s'agit de la tombe du roi Assurbanipal, qui régna sur Tikal jusqu'en 734. Comme les pharaons égyptiens, les rois mayas se font ensevelir dans des pyramides et organisent le culte après leur mort. Le roi, c'est un personnage qui dirige sa cité sur le plan temporel, qui donc a toute une action politique et militaire, et qui en même temps, à l'époque classique incontestablement, est le chef spirituel de sa communauté et de son territoire. L'urbanisme est conçu comme le reflet du monde cosmique, dont l'équilibre est garanti par un roi au statut divin. L'architecture monumentale vise à impressionner et à inspirer la crainte. La personne du roi est sacrée, et son histoire est inscrite dans les mythes. Le jour de son accession au trône, il est le soleil du matin qui sort des entrailles de la terre et s'élève dans le ciel. Au moment de sa mort, il devient sous les traits d'un jaguar le soleil du soir qui disparaît, englouti par la terre. Ces légendes sont liées au cycle du temps. Les Mayas sont de grands observateurs du ciel et des mouvements célestes. À Chichen Itza, une cité du Yucatan, se trouve un monument particulièrement intéressant. Il s'agit d'un observatoire astronomique offrant une vue sur le ciel à 360 degrés. Ed Barnhart, archéologue, spécialiste des Mayas à l'université d'Austin au Texas, s'intéresse à ce monument remarquable qui révèle l'extraordinaire connaissance des cycles du temps des prêtres mayas. Ça fonctionne comme ça, en alignant le coin intérieur de l'ouverture avec l'autre à l'extérieur. Et sur la ligne, on est pile sur le soleil. C'est l'axe est-ouest au moment de l'équinoxe, c'est-à-dire aujourd'hui. Et si on se décale vers le bord de l'ouverture opposée, de 27 degrés exactement, on est juste à l'endroit où Vénus pointe à l'horizon. Les prêtres mayas scrutent inlassablement le ciel, essayant de déchiffrer dans les astres le destin des hommes, prévoir la date des batailles et des couronnements. On n'est pas dans un système d'observation désintéressée, parce que ce qui est en jeu finalement, c'est l'observation de l'actuel et du passé pour imaginer ce que sera demain, et la remise de tous les événements dans des cycles, puisque la vision du temps chez eux, comme chez d'autres peuples mésoaméricains, est totalement cyclique. Et que donc certains cycles sont susceptibles de se répéter, et même le temps de s'interrompre un jour, ce qui fait qu'il y a cette nécessité d'avoir une vision claire sur tous les événements, en particulier nocturnes, qui nous renseignent sur l'avenir possible. L'univers est soumis à un retour cyclique des événements, conditionné par des forces bonnes ou mauvaises, lors de dates fastes ou néfastes. Mais cette grande connaissance des cycles a également une application pratique pour les paysans. Les astronomes sont capables de dire quand il faut planter, quand il faut récolter, quels travaux doivent être exécutés. Tout dans cette société est soumis au cycle du temps. Aujourd'hui, les descendants des Mayas pratiquent la technique de la culture sur brûlis. À la saison sèche, ils allument de grands feux. Cela permet de dégager des espaces de culture dans la jungle, sans outillage, et les cendres fertilisent le sol. Depuis plusieurs milliers d'années,
Le maïs constitue l'élément de base de la nourriture de ces régions de Mésoamérique. Sa culture a débuté il y a 5000 ans. À l'origine, la plante portait simplement quelques petits épis, donnant à peine une dizaine de grains. En sélectionnant, puis en croisant les graines les plus grosses et les mieux formées, les peuples de la région réussirent à créer le maïs tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les Mayas se définissent comme les enfants du maïs. Leur légende raconte comment les dieux ont façonné les premiers hommes à partir d'une pâte de maïs. La présence aujourd'hui de ces quelques familles à l'endroit même où vivaient jadis jusqu'à 70 000 habitants suscite pourtant des interrogations. Comment faisaient les Mayas à l'époque pour vivre dans de vastes agglomérations, quand aujourd'hui le milieu naturel autorise tout juste la survie de petites communautés humaines? La culture sur brûlis pose un épineux problème. Les sols s'épuisent rapidement quand on réduit le temps de jachère. Les Mayas maîtrisaient des techniques agricoles leur permettant d'avoir des rendements supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Cependant, ceux-ci ne sont pas illimités. Au 8e siècle, les cités mayas sont en pleine expansion. L'augmentation de la population se heurte à la limite des rendements agricoles, entraînant des périodes de famine. Les cités mayas doivent en même temps faire face à un autre problème lié à leur organisation. Nous sommes en effet dans un monde unifié sur le plan culturel, mais pas sur le plan politique. Quelques 70 cités, avec à la tête un roi, sont depuis toujours dans une situation de rivalité. Tikal et Calakmul se livrent une bataille féroce pour la suprématie. Le système était un système, certes, très actif, très brillant, très performant, mais un système qui, dans certains cas, pouvait être affecté d'une grande fragilité. Fragilité liée à l'insécurité et à l'état de guerre et de compétition. Incontestablement, à certains endroits, les sites disparaissent en s'entretuant. Et on a des sites qui sont envahis par des agresseurs externes, où là, même les populations n'ont pas le temps de se replier, d'emporter leurs biens les plus précieux. Au début de leurs recherches, les scientifiques pensaient un peu naïvement avoir affaire à un peuple pacifique. Ils savent aujourd'hui qu'il n'en est rien. Au contraire, les Mayas passaient leur temps à se faire la guerre. Découvert en 1946, le site de Bononpac, dans l'état du Chiapas, possède les fresques les plus riches du monde maya. Elles mettent en scène le roi Chan Muan, qui règne sur Bononpac à la fin du 8e siècle. Ces peintures illustrent l'hostilité endémique au sein du territoire maya, morcelé en une multitude de royaumes rivaux. Tous cherchent à agrandir leur zone d'influence, à accroître leur pouvoir politique et à augmenter leur richesse. Dans un contexte d'appauvrissement des ressources, ces luttes fratricides vont précipiter ce monde à sa perte. À partir du 9e siècle, plus aucune stèle n'est gravée, plus aucun monument n'est élevé. De nombreux sites portent la marque des combats et des destructions. En quelques années, ce monde chavire et disparaît. Arrivés plus tardivement, les Aztèques, des nomades venus du nord, s'établissent dans le bassin de Mexico au XIIIe siècle. Impressionnés par les pyramides monumentales de Teotihuacan, abandonnées depuis plusieurs siècles, ils imaginent que cette cité est l'œuvre des dieux. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quel peuple a bâti cette ville. Méprisés, considérés comme des sauvages, les Aztèques admirent les Toltèques, qui ont dominé la région jusqu'au XIIe siècle et dont ils partagent l'origine nordique. Les Aztèques se cherchent une identité entre leur désir de s'implanter ici pour fonder une civilisation brillante, à l'image des vestiges qu'ils ont sous les yeux, et leurs origines nomades, empreintes de valeurs guerrières.
Les Aztèques, c'est un peuple qui finalement pratique un double langage et une double attitude. Nous sommes les héritiers et les successeurs de nos prédécesseurs, et notamment des plus fameux d'entre eux, les Toltecs. Et nous avons adopté toutes les valeurs de ces civilisations qui nous ont précédés. Et en particulier, on va être des peuples cultivateurs, des peuples ayant des pratiques civilisées. Mais en même temps, on a une origine nordique. On est en fait des descendants de Chichimecs. On vient du Nord. On est des descendants de chasseurs-cueilleurs, des peuples valeureux, des peuples liés au culte solaire. Et on est fiers finalement de cette origine aussi. Mexico City a été bâtie sur les ruines de Tenochtitlan, la capitale aztèque, après sa destruction par les Espagnols. Difficile aujourd'hui, dans cette jungle urbaine de 20 millions d'habitants, de retrouver des traces de la présence aztèque. La surprise vient en 1978. À cette époque, la municipalité décide de construire un métro. Quand il commence à creuser, des ouvriers tombent sur des objets étranges. José Alvaro Barrera Rivera, archéologue, nous fait revivre cette incroyable découverte. Nous sommes à présent exactement sous le sanctuaire du Temple du Soleil. Il s'agit du mur nord du temple. C'est un temple dédié au culte du dieu soleil Tonatiuh. On a retrouvé la trace des Aztèques. Les Espagnols ont élevé la cathédrale de la nouvelle ville sur les vestiges de l'enceinte sacrée de l'ancienne capitale aztèque. Une dizaine de temples se trouvaient ici. Les archéologues ont réussi à reconstituer l'histoire du plus important d'entre eux, le Grand Temple. Comme les pyramides mayas, il a été construit en plusieurs étapes successives. Les vestiges ont permis d'exhumer le passé et de reconstruire l'histoire de la ville. Là où se trouve aujourd'hui la ville de Mexico, à 2200 mètres d'altitude, il y a 500 ans, s'étendait le lac Texcoco. Dans une zone marécageuse, les Aztèques vont construire une cité lacustre en créant des îlots artificiels, une Venise des Amériques, l'incroyable Tenochtitlan. Cette capitale abrite près de 300 000 habitants à l'arrivée des Européens qui n'en croient pas leurs yeux. Tenochtitlan est l'une des plus grandes métropoles du monde à l'époque. Au centre de la ville se trouve l'enceinte sacrée avec le grand temple dont on a retrouvé les vestiges. C'est un ensemble, on estime à peu près de 13 km², grosso modo, qui se développe à partir de peu de terres émergées et finalement beaucoup de travaux de terrassement, de drainage permettant d'avoir des espaces à occuper. C'est vrai que du point de vue des travaux publics, disons, c'est une entreprise assez colossale et d'autant plus spectaculaire que ça s'est fait effectivement en quelques dizaines d'années. Les Aztèques implantés dans cette zone de marécage, avec très peu de terres cultivables, ont réussi à tirer parti de cet environnement pour nourrir les centaines de milliers d'habitants de la capitale. Dans la banlieue de Mexico, on trouve des zones agricoles d'un type très particulier que l'on appelle les chinampas. Ces parcelles sont tellement extraordinaires qu'elles sont aujourd'hui inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur préservation permet un véritable voyage dans le temps pour retrouver le secret des agronomes aztèques. Une chinampa est une surface cultivable composée de canaux et d'îles artificielles. Des paysans mexicains conservent aujourd'hui ce précieux héritage aztèque et continuent de cultiver selon cette pratique ancestrale en fabriquant ces radeaux de terre. On fait comme ça.
avec de la boue, et quand ça sèche, ça devient très dur. On en met beaucoup, jusqu'à ce que les brindilles disparaissent. Et puis une couche, et puis une autre couche. Quand tout est sec, ça te fait une chinampa. Ces jardins flottants, aménagés autour de la ville, étaient capables de nourrir une population de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Cette technique permettait d'avoir des rendements très élevés. La richesse du sol, la présence de l'eau et du soleil garantissaient 4 récoltes par an, en variant les semis, la quantité d'eau et de boue. Globalement, la culture sur Chinampas doublait le rendement d'une parcelle. Le maïs, comme plante incontournable de l'agriculture aztèque, est divinisé. Tchéntéoltol en est le dieu et Xilonen la déesse. Des jeunes femmes leur étaient offertes en sacrifice. Pour garantir la quantité des récoltes, elles étaient décapitées à l'image des épis que l'on cueille. La pratique des sacrifices humains est fréquente depuis longtemps dans toute la Mésoamérique, mais les Aztèques lui donnent un aspect obsessionnel. Lorsque les conquistadors pénétrèrent la première fois dans Tenochtitlan, ils furent saisis d'effroi en apercevant depuis la place centrale le grand temple et ses escaliers maculés de sang. Lors de la conquête de la ville, l'édifice fut détruit. Mais les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour une construction antérieure, réplique exacte du grand temple en plus petit. Sur la plateforme se trouve une pierre noire destinée au sacrifice. L'extraction du cœur est le type de sacrifice le plus souvent pratiqué. La victime est renversée sur une pierre sacrificielle et maintenue par 4 hommes. Le prêtre lui ouvre la poitrine avec un couteau et lui arrache le cœur encore palpitant pour être offert au soleil assoiffé de sang. Le corps de la victime est ensuite précipité dans l'escalier de la pyramide et rendu à la terre. Le cœur est placé sur cette statue, le Chacmol. L'explication de ces rivières de sang se trouve inscrite dans la pierre du soleil. Cette sculpture de 3,60 m et d'un poids de 20 tonnes raconte la disparition de 4 soleils dans des cataclysmes. Le nôtre, le 5e, est également menacé. Il est apparu grâce au sacrifice d'un dieu. S'immolant dans le feu, il ressurgit transformé en astre. Mais ce nouveau soleil reste immobile. Les autres dieux offrent alors leur sang pour qu'il s'anime. Ainsi débute le drame cosmique dans lequel l'humanité est engagée. Pour que le soleil poursuive sa course, il faut lui donner chaque jour sa nourriture, l'eau précieuse, c'est-à-dire le sang humain. D'abord, c'est vrai que l'idéologie même du sacrifice promue par les Aztèques est très forte. C'est un des piliers de la construction identitaire et du rôle même qu'ils s'attribuent dans le monde. Les Aztèques, finalement, prétendent être ceux qui vont maintenir le monde en vie en réalisant ce qu'il faut réaliser, c'est-à-dire offrir du sang aux divinités qui pourraient un jour ou l'autre cesser de fonctionner et d'assurer la survie des hommes. Ça fait partie de l'idéologie dominante. Et puis finalement, je crois que c'est le succès même du système politique et l'expansion de l'Empire qui finalement conduit à ces espèces de sacrifices excessifs qu'on a connus à certaines époques. Il fallait faire mieux que ce qui avait été fait avant pour affirmer que le système continue à croître. En 1487, l'empereur Ahuizotl célèbre la rénovation du Grand Temple. La cérémonie est grandiose. Sur l'autel des sacrifices, les prêtres ouvrent les poitrines des captifs à tour de bras. Cette inauguration coûte la vie à 10 000 personnes, peut-être plus.
l'Empire est au sommet de sa puissance. Depuis 1440, les Aztèques se sont lancés dans de grandes campagnes d'expansion et soumettent par la force les tribus du plateau mexicain. En 1520, ils sont à la tête d'un empire de 200 000 km². À la veille de la conquête espagnole, celui-ci regroupe 38 provinces forcées de payer un tribut. La terreur aztèque impose sa domination. Ce qui intéresse les Aztèques et ce qui effectivement se retrouve à la base de la construction de cette grande architecture qui est l'Empire aztèque, c'est le contrôle des territoires pour obtenir des tribus, pour obtenir des biens et une reconnaissance d'une autorité supérieure. Mais ce n'est pas vraiment la prise de possession physique et avec déplacement de population, colonisation, etc., de toute une surface absolument colossale. C'est plutôt donc des entreprises guerrières où on fait effectivement la guerre, mais dans beaucoup de cas, on se contente de bien menacer, de façon à obtenir allégeance d'un certain nombre de territoires qui rentrent dans le système impérial et qui, rentrant dans le système impérial, reconnaissent l'autorité suprême de Tenochtitlan, reconnaissent l'autorité suprême du Tlatoani, de l'empereur, reconnaissent l'importance primordiale d'une divinité qui est la divinité tutélaire des Aztèques, Huitzilopochtli, le dieu du soleil, mais en même temps, jusqu'à un certain point, ont le droit de continuer à s'auto-administrer à partir du moment où ces reconnaissances-là et le paiement des tribus sont assurés. Les Aztèques poursuivent inlassablement leur campagne. À la tête des armées, les plus valeureux soldats appartiennent à des ordres de chevalerie prestigieux, dont celui des chevaliers aigles, qui portent un casque en forme de tête de rapace. Acheminé par des files interminables de porteurs convergeant vers la capitale, le tribut fait l'objet d'une comptabilité dont on trouve la trace dans plusieurs codex. Des tonnes d'aliments, de coton, des étoffes, des plumes pour les parures et une quantité impressionnante d'objets précieux constituent la rançon prélevée au peuple soumis chaque année. Les populations n'ont aucun droit, sinon de travailler pour leur nouveau maître et se voir réduites en esclavage ou destinées aux pierres sacrificielles. L'expansion rapide en moins de 2 siècles de l'Empire cache difficilement les tensions qui l'animent. Tenochtitlan est la vitrine dorée des Aztèques qui font payer au prix fort leur toute-puissance. À la même époque, les Incas se trouvent à la tête d'un empire 5 fois plus grand. Il s'étend sur 4000 km de l'Équateur au Chili actuel et couvre quelques 950 000 km². Les Incas vont imaginer une organisation capable d'administrer ce vaste territoire composé d'un conglomérat de tribus. En 1615, Felipe Human Poma de Ayala dresse au travers d'un ouvrage exceptionnel un tableau historique et ethnographique des Andes préhispaniques et coloniales. Cet ouvrage, l'œuvre de toute une vie, est doublé d'un violent réquisitoire contre les abus des autorités espagnoles envers les populations indigènes. Ces chroniques sont également l'un des rares témoignages sur l'originalité et l'organisation des Incas, ce mot qui désigne à la fois un roi et son peuple. La légende dorée fait état de 13 Incas, mais les 8 premiers sont probablement mythiques. Il pourrait s'agir de chefs. Les Incas ne se distinguent alors pas des autres tribus qui peuplent le Pérou. Avec le 9e Inca, l'histoire véritable commence. La puissance Inca s'affirme
et dépasse le cadre d'un petit État rural. Doté d'un grand talent militaire, Pachacuti initie l'expansion fulgurante du grand empire inca. Au nord, il conquiert le royaume de Chimu. Au sud, il pousse jusqu'à la vallée Nazca. Ouvrant ainsi une ère de conquête, il réunit en un seul État quelques 500 tribus des Andes. Donc il y a une tentative d'harmonisation à partir du pouvoir central d'un ensemble de différences très sensibles dans l'Empire. Et ces différences, elles sont d'autant plus réelles que cet empire qui va de la Colombie jusqu'à l'Argentine et au Chili, au sud, est un empire qui a affaire à des zones écologiques, des régions écologiques extrêmement variées. Pachacuti se révèle être un remarquable gestionnaire. Les familles mènent une vie communautaire. Elles ne possèdent pas leurs terres à titre privé, mais travaillent celles de la collectivité. Chaque région doit produire pour l'Empire, en fonction de ses spécificités. L'Inca dote son immense empire d'une solide et efficace structure administrative dirigée par une caste de fonctionnaires. Afin d'assurer les échanges économiques entre les différentes chefferies de l'Empire, le pouvoir central a besoin d'un réseau routier. Nous sommes dans les Andes, la chaîne de montagnes la plus haute du monde après l'Himalaya. Pour enjamber les rivières, les Incas sont les maîtres incontestés de la construction de ponts suspendus, des techniques complexes, toujours utilisées de nos jours. La construction de ce pont donne une idée de la main-d'œuvre importante nécessaire à sa réalisation. C'est une image forte, toujours d'actualité, de l'organisation du travail dans les Andes, où chaque aménagement demande la participation de tous. Ce travail collectif était l'un des grands principes de l'Empire Inca. Le Capacnan est le nom donné au vaste réseau de routes. Il constituait l'axe principal du projet politique et économique de l'Empire Inca. Une gigantesque colonne vertébrale que l'on peut comparer au réseau de routes romaines. Il permettait à l'Inca de contrôler son empire et de déplacer ses troupes depuis la capitale, Cusco. Depuis la conquête espagnole, la plupart de ces routes ne sont plus entretenues. En effet, les Incas n'utilisaient pas d'engins roulants et n'avaient pas de chevaux. Tous les déplacements se faisaient à pied. Un mode de locomotion peu apprécié des Espagnols qui abandonnèrent les routes Incas. À une altitude située entre 1000 et 4500 mètres, sur 40 000 km de long, ces routes, qui peuvent atteindre jusqu'à 15 mètres de largeur, reliaient les zones habitées, les centres administratifs, les zones agricoles et minières, ainsi que les lieux de culte. Ce chemin de l'Inca a permis l'unification de cet immense empire, un des mieux organisés sur le plan administratif. Des coursiers à pied se relaient pour véhiculer l'information à une vitesse incroyable. Du palais de l'Inca, ils peuvent atteindre les lieux les plus reculés de l'Empire en 2 jours. Les Incas ne possèdent pas d'écriture. Pour pallier à ce manque, ils développent un système original à l'aide de cet objet, le quipu, formé de plusieurs cordelettes colorées et nouées. Chaque couleur, chaque longueur a un sens codé, symbolisant un chiffre, une date ou une catégorie de produits. Les quipus permettaient de gérer efficacement les finances publiques. La maîtrise de cette économie se fait à travers plusieurs relais. Les chefferies locales, donc les chefs qui sont chargés de relever le tribut et d'organiser la mita, c'est-à-dire les travaux forcés des atunruna, autrement dit des tributaires. C'est la première courroie de transmission à l'échelon de la chefferie. Mais les Incas vont superposer à ces chefferies tout un système administratif avec des gens, par exemple, chargés de surveiller l'exploitation minière, avec des fonctionnaires pour chaque quartier de l'Empire, qu'on appelait le Suyoyok Apu. Et ces gens-là vont être, plus que les délégués du pouvoir central, vont être ceux
qui vont servir de courroie de transmission entre les chefs locaux et l'Inca, véritablement. Aujourd'hui, dans certains villages des Andes, on trouve toujours la trace de ce système remarquablement organisé. Dans le village de Mara, entre Cusco et Machu Picchu, un vieil homme de 77 ans détient une des clés de l'énigme. Paulino Sinchi Roca descend d'une famille noble jouissant de privilèges lui permettant d'exploiter une mine de sel. Un document du XVIIe siècle entérine ce privilège dans le cadre de l'administration coloniale. Sinchi Roca, c'est le nom de ma famille. Et c'est aussi celui du deuxième Inca. Ça signifie le maître des pierres. C'est lui qui a enseigné aux hommes comment trouver du sel et ensuite il leur a appris comment l'utiliser. Après cela, il a fait des routes partout pour que tout le monde puisse en profiter dans tout l'Empire. Mara est un lieu exceptionnel. Les Incas produisaient ici le sel nécessaire à une partie de l'Empire. Ils exploitaient une spécificité géologique, la présence de résurgences d'eau saline. Par évaporation successive sur des terrasses, ils recueillaient le sel particulièrement rare en montagne. De nombreuses routes partent de Mara dans toutes les directions pour approvisionner plusieurs régions. Le site avait une importance toute particulière qu'il a perdue aujourd'hui. Les mines de sel de Mara servaient également l'image de la toute-puissance de l'empereur. Grâce au soleil. Tout ça, c'est grâce au soleil. Les Incas adoraient le soleil. En dehors de Cusco et de quelques centres administratifs régionaux, l'Empire compte peu de cités. La plupart des gens habitent de petits villages et travaillent aux champs. L'agriculture est le pilier de l'économie inca. Entre la capitale Cusco et Machu Picchu, des terrasses s'échelonnent le long des pentes sur plusieurs centaines de mètres. Face à un relief andin particulièrement accidenté, les paysans incas réussissent à augmenter la superficie de terre cultivable grâce à la création de terrasses. Au prix d'immenses efforts, ils construisent des murets de pierre qui retiennent la terre par paliers et donnent au flanc des montagnes l'allure de gigantesques escaliers. Aujourd'hui encore, les paysans des Andes vivent au rythme des travaux agricoles. Certaines espèces, comme le maïs, ont besoin d'un climat chaud et humide. D'autres, comme la pomme de terre, réussissent à pousser en altitude. Les paysans savent tirer parti des différences de climat entre les vallées et les sommets pour cultiver des espèces qui, d'habitude, ne se trouvent pas dans la même région. Toutes ces terrasses, plus ou moins abandonnées, parviennent difficilement à donner l'idée de l'opulence passée. On estime que le Pérou actuel arrive à peine à égaler les rendements de l'Empire inca. Aujourd'hui, dans les environs de Cusco, les familles se retrouvent sur les marchés locaux pour échanger leurs surplus alimentaires et quelques produits artisanaux sur le principe du troc. Du temps de l'Empire, l'essentiel de la vie économique se déroulait en dehors des marchés, dans le cadre d'une économie très dirigée. Ces constructions, que l'on appelle des colcas, étaient des entrepôts d'État. Lors de l'arrivée des Espagnols, ils débordaient de denrées alimentaires et aussi d'objets usuels, du tissu, des outils, tout ce dont une société pouvait avoir besoin pour vivre et pour faire face aux années plus difficiles. Ce système permettait aux populations de vivre dans des conditions acceptables.
Le sommet de cette organisation est incarné par la personne de l'Inca, considéré comme le descendant direct d'Inti, le dieu soleil. Il assume seul tous les pouvoirs politiques et économiques, mais sa légitimité est religieuse. L'Inca est un personnage sacré qui met en scène son origine divine. La ville de Machu Picchu, miraculeusement préservée, bâtie par Pachacuti à 70 km de la capitale, est le symbole rayonnant de sa toute-puissance. Les Incas rêvent de grandeur. Ils ont l'impression d'être à la tête d'un empire capable de durer éternellement. « 80 ans après la fin du règne de Pachacuti, les conquistadors découvrent les Andes. Leur chef est Francisco Pizarro. Peu fortuné, illettré, âgé de 56 ans, il se lance à la conquête de l'Empire Inca avec pour seul bagage son intelligence, son courage et son immense désir de faire fortune. Apprenant la présence de l'Inca Atahualpa à Caramarca, il part le rejoindre. Je dirais que c'est une rencontre manquée, complètement ratée, parce que c'est la rencontre de l'incompréhension. Quant à Cajamarca, les Espagnols voient Atahualpa, ils le voient sur une litière couverte d'un manteau de plumes. Il est lui-même couronné de plumes. Et Valverde, qui est l'archevêque, celui qui tient les livres sacrés des Espagnols, va lui tendre les évangiles. Et comme l'Inca n'a jamais vu de livre, on le prend, le regarde et il le jette. C'est forcément une offense pour les Espagnols, de leur point de vue. Ils venaient aussi pour évangéliser. Cette méprise va fournir un prétexte aux Espagnols pour massacrer toute une partie de l'aristocratie inca qui se trouve là. Atahualpa est fait prisonnier. Pizarro demande une rançon en or colossale qui lui est immédiatement versée. Mais il s'agit d'un marché de dupes, et Pizarro s'arrange pour que l'Inca soit condamné et exécuté. Face à un empire sans tête et divisé, Pizarro viendra à bout de la résistance inca. Mais l'essentiel est fait. Les Espagnols sont les nouveaux maîtres des Andes. Les années qui suivent la conquête sont tragiques pour les Incas. Anéantis par les armes, asservis, ils assistent à l'écroulement de leur monde. Massacres, pillages, tortures. Les Indiens sont traités en êtres inférieurs. Dépossédés de leurs terres, ils sont condamnés à une vie de misère et d'humiliation. Quelques années auparavant, en 1519, la conquête du Mexique par Hernán Cortés est l'une des plus extraordinaires rencontres entre l'histoire et la légende. Pour les Aztèques, cette année 1519 coïncide avec l'année précise de leur calendrier légendaire, annonçant le retour de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes. À Mexico City, au palais présidentiel, les fresques de Diego Rivera relatent cet épisode de l'histoire du pays où, en quelques mois, tout a basculé. Côté aztèque, pendant très longtemps, il y a eu une incompréhension de ce qui se passait, de ce qui était en jeu et de ce qui pouvait arriver. Ils n'ont pas du tout envisagé que l'arrivée de ces étrangers étonnants, qu'on a pu prendre à un moment donné pour des dieux, pouvait signifier l'arrêt de mort de leur système à eux et la prise de contrôle de leur système à eux.
Quand ils s'en sont rendus compte, il était déjà un peu tard. Bon, on a beaucoup parlé effectivement de l'inégalité des moyens techniques, les armements espagnols, le fait d'avoir des chevaux, des chiens, etc. Ça joue, mais ça joue peut-être à la marge aussi. Mais de toute façon, je pense que la conquête se serait faite tôt ou tard, puisqu'il y avait eu la découverte de cette partie-là du monde et qu'il y avait une volonté de la part de la couronne d'Espagne et de tous les gens qui la représentaient de prendre pied et de conquérir ces nouveaux horizons. Mais ce qui a certainement beaucoup joué, qui explique que dans le cas du Mexique actuel, effectivement, les choses se soient passées de la sorte, c'est certainement aussi la très grande intelligence du chef de Cortés, qui, lui, a très rapidement fait diagnostic que l'Empire était fragile, qu'il avait des adversaires, qu'il y avait des populations contestataires, et de renforcer sa poignée d'individus par des auxiliaires qui, eux, étaient des dizaines de milliers. Et donc, on fournit le gros des bataillons au moment décisif. La conquête du Nouveau Monde engendre l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Plusieurs dizaines de millions d'Amérindiens trouvent la mort. La population du Mexique passe de 25 millions en 1519 à 1 million au début du XVIIe siècle. Près de 500 ans après ces pages douloureuses, au Mexique comme au Guatemala, de nombreuses communautés amérindiennes ont conservé les traditions et les croyances venues de leurs ancêtres. Les Andes se libèrent du joug espagnol au début du XIXe siècle et donnent naissance à plusieurs États indépendants, dont le Pérou et la Bolivie, qui héritent en grande partie des territoires de l'ancien empire inca. En dépit de la colonisation et des campagnes d'évangélisation, les croyances et les anciennes traditions ne vont pas disparaître, pratiquées d'abord dans le secret, puis au grand jour. Ces peuples d'Amérique se souviennent avec fierté de leur passé et poursuivent leur très longue histoire.